Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre espace matinal de tous les jours. Nous sommes le lundi 25 novembre, très heureuse en tout cas de vous retrouver pour passer ensemble 1h30 d'émission en direct. Eh bien, nous allons tout de suite commencer avec tous nos rubricards dans la joie et la bonne humeur. J'espère que ça sera agréable pour vous. Nous allons tout faire pour en tout cas. Allez, bon réveil à vous tous. Dans quelques instants, nous allons retrouver Ahmed Grigahsen qui s'intéressera ce matin au regretté professeur Ahmed Ben Hamouda, chercheur, homme de culture et de savoir. C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants avec Ahmed Grigahsen. Nour Mqaddam sera également parmi nous ce matin pour sa rubrique environnement. Eh bien, elle abordera la question de la pollution de l'eau. Dans la rubrique Mère et enfants, présentée par Mounia Witis, nous parlerons de gestes de premier secours pour bébés en cas d'accident domestique. Ouidada Gabi sera également de la partie. Et dans sa rubrique santé, eh bien, elle s'intéressera au mois de la moustache. C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Farah Hamadesh, quant à elle, dans sa rubrique consommation et vie pratique, eh bien, elle abordera un sujet fort intéressant, celui des gestes à avoir en cas d'orage ou en cas d'inondation. C'est le moment d'en parler, c'est surtout la saison. Et en parlant de saison et de temps, eh bien, la météo s'impose. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina Abed. Bonjour. Et la météo ce matin, c'est avec vous. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Et bien, cette début de matinée, brumes et nuages bas se partageront le ciel sur l'ensemble des régions nord. Et puis le ciel restera plutôt dégagé sur la partie ouest. On notera de belles éclaircies sur le centre. Un ciel toujours nuageux vers la partie est avec quelques pluies en journée. À partir de la soirée, on notera un ciel de plus en plus nuageux, d'abord vers la partie ouest et puis le centre en deuxième partie de nuit. Et on notera un ciel plutôt dégagé sur l'ensemble des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 19 degrés à Oran, 18 à Alger, 16 degrés à Tizi Ouzou, 17 degrés à Annaba, 15 du côté de Guelma, 12 degrés à Sétif, Batna, 17 à Al-Rouad, 20 degrés à Gardaya, 21 degrés à Bachar, 22 degrés à Hassim Saoud, 26 à Tindouf, Adrar, 25 degrés à Salah, Tanara, c'était Janet, et enfin 35 degrés, ce sera la maximale à Bojba du Mukhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, on notera un ciel plutôt dégagé à Budapest ainsi qu'à Marseille, nuageux à Prague, Berlin ainsi qu'à Berne, Rome. On notera des pluies assez marquées, notamment à Paris, Bordeaux, Londres, Dublin et Athènes. Côté Mercure, on notera 9 degrés à Bucarest, 3 degrés seulement à Varsovie, 8 à Prague, 12 à Budapest, 8 degrés à Berne, 7 à Berlin, 16 degrés à Marseille, 19 à Rome ainsi qu'à Athènes, 15 degrés à Madrid, 12 à Paris, enfin 14 degrés à Bordeaux. On passe tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci Mina Abed. Merci à vous. Bonne journée à Merci. vous. Quant à nous, on continue en musique avec des sonorités du sud du pays et le groupe Ferda. Regardez et appréciez, on se retrouve tout de suite après. البسيط بعين اللوط يا الفراج يا سمع الدعاء اللي سمعاك شريك سيدنا محمد وتبعت والزواج قضي حاجتي به قسمت عليك سألتك بنون وعين قلبي صفى من الزاج قلوب كلها في قبضات يديك عتقني كما عتقت يونس طبق المواج سيدي لا تخيب رجايا فيك نكون في الجنة جارو في خيار الدراج ويقول لي الهادي مرحبا بك بغيت وقفة في عرفة مع الحجاج كمل يا الله والكمال عليك نزور من شقتلو القلوب صاحب التاج ويقول لي الهادي مرحبا بك كل من يقصد طه ما عليه حراج في دنية الغرور حتى في دي يسر امور يملا ترك الغناش في حق من خطا ومن جاب عليه
الصلاة والسلام على إمام الرسال عدد كل ما سبح بحمده الصلاة والسلام على إمام الرسال عدد كل ما سبح بحمده الصلاة والسلام على إمام الرسال عدد كل ما سبح بحمده الصلاة والسلام على إمام الرسال بعين اللطف يا الفراج يا سمع الدعاء اللي يسمعك شريك سيدنا محمد وتبعته والزواج قضي حاجتي بخصمت عليك سألتك بنون وعين قلبي صفى من الزاج قلوب كلها بقبضات يديك عتقني كما عتقت يونس مطبق المواج سيدي ولا تخيب الجاية فيك كون في الجنة جارو في خيار الدراج ويقول لي الهادي مرحبا بك بغيت وقفة في عرفة مع الحجاج كمال يا الله والكمال عليك نزور من شقتلو القلوب صاحب التاج ويقول لي الهادي مرحبا بك كل من يقصد طه ما عليه حراج فدنيت الغرور حتى في ديك يسر اموري يملا تراك الغناج في حق من خطب ومن جاب عليه الصلاة والسلام على إمام الرسال عدد كل ما سبح بحمده الصلاة والسلام على إمام الرسال عدد كل ما سبح بحمده الصلاة والسلام على إمام الرسال عدد كل ما سبح بحمده الصلاة والسلام على إمام الرسال عدد كل ما سبح بحمده الصلاة والسلام على إمام الرسال شيخي بمن يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة بغيت نفرة شيخي بمن يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة بغيت نفرة شيخي بمن يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة بغيت نفرة شيخي بمن يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة بغيت نفرة شيخي بمن يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة بغيت نفرة شيخي بمن يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة بغيت نفرة شيخي بمن يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة بغيت نفرة شيخي بمن يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة بغيت نفرة شيخي بمن يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة ما غيت نفرة حشايخي من يحسن ظنه فيك ويا كريم الكرة ما غيت نفرة شايخي من يحسن ظنه فيك ويا كريم الكرة ما غيت نفرة شايخي من يحسن ظنه فيك ويا كريم الكرة ما غيت نفرة شايخي من يحسن ظنه فيك ويا كريم الكرة ما غيت نفرة. Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Place à présent à la première rubrique du jour, tout de suite après ceci. Et la première rubrique du jour, vous l'aurez compris, c'est la rubrique chercheurs et savants algériens présentés comme d'habitude par Ahmed Guélega Hassan. Bonjour Ahmed. Bonjour Soumaya. Comment bonjour ça va aujourd'hui? Alhamdulillah. En tout cas, marhaba bik. Aujourd'hui, vous allez vous intéresser à Ahmed Ben Hamouda, un écrivain algérien né à Cherchel en 1887, n'est-ce pas? Exactement. Donc on va s'intéresser à un homme de culture, un homme de savoir, un intellectuel de première, un gars que je dirais, si j'avais à résumer sa vie, j'aurais dit réussir malgré tout. Parce qu'il a commencé dans une petite ville qui est Cherchel. Cherchel, bien sûr, c'est l'une des fleurs de l'Algérie, l'une des roses de l'Algérie. C'est une ville plusieurs fois millénaire, elle date de Juba II, mais quand même, à l'époque coloniale, c'était une ville, quand même, une toute petite ville qui était marginalisée. Mais lui, il a réussi dans des conditions que lui étaient, toutes les conditions étaient contre lui. Tout s'est réuni contre lui. C'est pas moi qui le dis, c'est l'un de ses premiers biographes. Il dit de Ahmed Ben Hamouda, il aurait
il aurait été tout à fait autre chose s'il n'était pas né dans la condition d'indigène. Donc, sa vie a commencé à Cherchell, il a commencé ses études à l'école L'Ali, qu'on a vu avec, ça fait quelques semaines avec Rachid Belhassan, d'une association de Cherchell. Il a présenté l'école, qui est dans un état délabré, elle mérite d'être reprise, d'être restaurée. Donc, il étudie à L'Ali, il a dû apprendre le Coran, il rentre à la Médersa d'Alger pour faire ses études. Donc, et il profite un peu aux réformes qui ont été faites à la Médersa d'Alger depuis 1800. Les réformes ont été faites en 1895, introduites en 98. Donc il y a eu une reformulation des études et la création de la classe supérieure. Donc il obtient le diplôme de la classe supérieure. Donc il a eu comme professeur de grands savants qui ont fait date dans l'histoire de l'Algérie occupée. Donc il y a Cheikh Abdelhalim Ben Smaïa, il y a Cheikh Abdelkader El-Medjawi, il y a Abdelrazak El-Shraf, il y a Mohamed Saïd Nouzkri qui est devenu par la suite mufti d'Alger. Donc il y a il y a aussi peut-être Mohamed Ben Cheneb, je ne sais pas s'il a croisé ou pas. Il a aussi croisé deux grands orientalistes français, Delphin et Marseille. Donc c'est quand même une formation de qualité qu'il a eue. 1910, il termine, il obtient son diplôme d'études supérieures. Il part, il devient Moudras à Cherchell quelques mois et de là commence son aventure. Il part en Afrique noire pour enseigner dans les médersa. Parce que après avoir fait le bilan de la Médersa d'Alger, des Médersa d'Algérie, donc Alger, Tlemcen et Constantine, et après avoir constaté que le modèle réussit, donc les Français, le colonisateur, décident de reproduire le même système en Afrique noire, nouvellement colonisée, subsaharienne. Donc il y a une école, il crée une école à Saint-Louis du Sénégal. Au Sénégal, oui. Il y a une autre école à Boutlimit, donc en Mauritanie. Et lui, il va enseigner dans ces écoles. Mais là, donc, il trouve toutes les conditions contre lui, sauf que c'est un génie, c'est un chercheur de souche, donc il s'occupe de faire des recherches. Il passe des mois et des mois à travers les contrées de Mauritanie, du Sénégal, à la recherche de manuscrits, donc à connaître des gens. Apparemment, il s'est même marié avec une autochtone. Déjà, les gens de la région l'appelaient le marabout blanc. Parce qu'il voyait mal, donc, mais il connaissait le Coran, il parlait arabe, il enseignait l'arabe, et en même temps, il était blanc de peau, il l'appelait le marabout blanc. Donc, ça, c'est la première phase de sa vie. Alors, vous le qualifiez de réelle fierté pour l'Algérie. Vous écrivez donc dans le livre que vous nous avez apporté. C'est par l'originalité et la profondeur de ses travaux qu'il convient de présenter le professeur Ahmed Ben Hamouda, un chercheur dans l'âme, un pédagogue de talent. N'est-ce pas? Exactement. Donc, il a passé toute sa vie à enseigner et à écrire. Il a fait même des recherches locales. Il a publié 2 articles sur la langue Songhai. Donc, apparemment, il a appris quelques langues subsahariennes. Donc, et puis, il a été piégé par la guerre 14-18. Il ne pouvait pas revenir, même après avoir terminé. Donc, il a été piégé. Il est resté là-bas jusqu'à 1919. Quand il revient, il y a même sa maman qui ne le reconnaît pas. D'après ce que me racontait son neveu Siboualem Ben Hamouda, que je salue parce que c'est grâce à lui qu'on a réédité le livre de Ahmed Ben Hamouda, Étoiles et constellations, et c'est grâce à lui, à ses apports, que j'ai pu rédiger tout simplement la biographie de Ahmed Ben Hamouda. Donc je le remercie infiniment, je lui renouvelle mes remerciements. Et aussi, bien sûr, à Sekam Al-Bouchama qui m'a beaucoup aidé dans ce travail. Donc, je disais, 1919, il revient chez lui. Et quand il revient, il ramène plein de caisses. Il y a une anecdote qui se raconte à Cherchell. Il ramène plein de caisses, plein de coffres en bois. Et tout le monde dit, ah, c'est Ahmed a ramené des trésors du Sud, il a ramené des trésors du Sahara. C'est des coffres pleins d'or. Donc, vous voyez que... Mais lui, c'était des coffres pleins de livres. De livres, voilà. C'était sa richesse à lui. Exactement. Son trésor à lui, exactement. Et puis, il recommence une nouvelle vie, il décide de partir en France. Donc là, il s'installe à l'Institut, il y a la création de l'Institut des études orientales. Il participe à la création, donc il a enseigné. Il a enseigné aussi à la fac d'Alger. Il a enseigné à la Madrasa Sadiqiya à Tunis. Et puis, il prend sa retraite. Donc voilà. Alors, vous avez écrit « L'homme nous paraît très discret, à la limite timide et réservé, même après sa mort ». Pourquoi ? Parce que quand j'ai cherché au début, si ce n'était l'apport de Siboualem, donc j'aurais rien pu faire.
parce qu'on ne le trouve pas. Il y a quelques notes biographiques ici peu et là. d'informations. Peu d'informations. Son neveu a réédité les 3 livres, donc a édité les 3 livres. Donc il y a Étoiles et constellations qu'il a réédité. Il a aussi l'Iran historique et mythique. Ça, c'est après avoir participé au millénaire de l'anniversaire d'Ibn Sina. Donc il est parti en Iran au début des années 50, je pense en 1953. Il assiste, il découvre l'Iran avec la richesse de ce pays, de la richesse de sa culture et sa civilisation, et il décide il fait des recherches. Donc c'est un homme curieux, c'est un homme chercheur, c'est un chercheur dans l'âme, et il édite l'histoire. Les constellations. Et ça, c'est pour tout astronome, c'est un livre clé dans l'histoire des sciences dans le monde, parce que jusqu'à présent, c'est une référence. Donc, il y a Paul Kunitsch qui est la référence actuelle donc, dans le monde, et il n'hésite pas. Ça, c'est une carte du ciel. C'est juste pour montrer que l'importance du travail de Sidi Boualem Ben Hamouda. On ne voit pas le détail des noms des étoiles, parce que jusqu'à présent, il y a des étoiles qui portent des noms arabes, mais c'est des noms complètement altérés. Donc, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a motivé Sidi Ahmed Ben Hamouda à écrire le livre, parce que quand il voyait dans les dictionnaires, il a commencé le travail après avoir fait un travail sur la géographie. Donc, et là, la géographie, bien sûr, elle est reliée à la marine. Donc, et les marins utilisent bien sûr les étoiles. Les noms d'étoiles, c'est des noms arabes, mais les géographes européens disent qu'ils sont d'origine espagnole ou portugaise. Donc, ça le motive à faire ce travail de recherche. Il commence comme ça, il termine par tout un livre, et il explique l'origine de ces noms. Donc, maintenant, quand on regarde n'importe quelle carte du ciel, on trouve des noms Altaïr, Vega, Acubens, on trouve Aldébaran, on trouve Bételgeuse, tous ces noms. Bien sûr, ça se voit que ce n'est pas des noms d'origine ni grecque, ni latine, ni européenne. C'est des noms arabes. Donc, il a essayé de revenir à l'origine de ces noms. En fait, il représentait tout simplement la position de certaines étoiles dans des constellations qui avaient des noms arabes. Donc, Bételgeuse, ce n'est pas Ibtelgeuse, il le corrige. Les gens disent que c'est Ibteljawza. Non, c'est Yedeljawza qui a été altéré. Donc, c'est une altération d'une altération. On a Altaïr, c'est le Nasr Ta'ir, Vega, le Nasr Al-Waqi', Aldébaran, Dabaran, c'est un astérisme, c'est Manzil Manazil Qamar, etc. Il détaille tout ça. Donc, il prend les constellations une à une. Il donne le résumé de l'histoire du mythe grec. Donc, il explique comment ça s'est passé. Donc, il y a donc, il le résume. Ou bien c'est un mythe grec, ou bien un mythe latin. Donc, il le résume. Puis, il détaille étoile par étoile, classée par magnitude. Et il explique. Donc, il donne les différentes transcriptions du nom. Donc, il y a des fois, même dans Aldébaran, vous allez trouver dans des livres ou dans des instruments, des noms qui sont complètement altérés. Des fois, on ne reconnaît pas, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc, il reprend tout ça. Donc, c'est la lignée, c'est une lignée de transmission. Et comme ça, on retrouve qui le premier a pris le nom. De quelle source peut-être arabe que le nom a été pris? Est-ce qu'ils l'ont pris d'un instrument? Est-ce qu'ils l'ont pris d'un manuscrit? Est-ce qu'ils l'ont pris d'un livre de géographie? C'est comme ça que l'on arrive à identifier l'étoile et à comprendre de quoi il s'agit. C'est un livre très important. Donc, Sidi Boualem l'a édité 3 fois. Mais depuis la dernière édition de 1983, le livre n'a pas été réédité. Au CRAG, avec le directeur, M. Abdelkarim El-Chaouch, on a décidé d'en faire une nouvelle édition parce qu'il est important. Donc, avec l'ouverture d'esprit, avec la compréhension de Sidi Boualem Ben Hamouda, on a réédité le livre que le CRAG est en train d'offrir. Je vais même vous laisser une copie ici à Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, voilà, c'est très gentil. En tout cas, alors, il est né à Churchill, il a grandi à Churchill, il a commencé son parcours donc à l'école, probablement à Churchill. Exactement, et de Churchill à la Madrasa d'Alger, on a peu d'informations, donc finalement... On n'a pas trop de détails, mais on a quelques bribes d'informations. On sait qu'il a terminé, par exemple, à la Madrasa d'Alger, il a terminé le diplôme d'études supérieures en 1910. Ça, on le sait, c'est clair. On sait qu'il a été engagé comme modras à la mosquée de Churchill. Ça, on le sait, quelques mois. Puis, de là, il est parti en tant qu'enseignant à la Madrasa de Saint-Louis. Ça, on le sait. Il est resté à Saint-Louis quelques temps, puis il est parti à la Madrasa de Boutlimit, en Mauritanie. Et là, il a eu à assumer
pratiquement presque tous les cours. Donc lui, il était enseignant de langue arabe, il se retrouvait à enseigner le français, le calcul, et à diriger l'école parce qu'il n'y avait pas de directeur. Et c'est le premier Algérien à avoir dirigé, avoir pris ses responsabilités. Donc à l'époque, je veux dire. Bien sûr, en Afrique. Il est engagé en tant que directeur, mais tout loin de la métropole, quelle que soit sa valeur, quels que soient ses mérites. Donc bien sûr, loin des yeux, loin du cœur. Donc ils l'ont nommé à bout de limite. Donc où les conditions c'était difficile. En plus, ils avaient des classes qui étaient complètement hétérogènes. Il y avait des élèves de 6, 8, 9 ans avec des élèves de 19 ans, de 20 ans. Donc il y avait des gens qui étaient des jeunes, peut-être même mariés, qui étudiaient, qui faisaient leur première classe avec des petits de 5-6 ans. Donc c'est les enfants des gens, des notables de la région que le colonisateur choisissait et il les mettait dans l'école et allait enseigner avec quelle méthode pédagogique vous allez enseigner à une classe comme ça. Donc c'était et puis, il n'y a pas que ça, bien sûr, je vous l'ai dit. Donc, il trouve toujours quelqu'un d'intelligent, il trouve toujours des échappatoires. Donc, il ne va pas s'arrêter là aux obstacles. Il commence sa recherche. Il a contribué donc, avec Massignan, il a contribué avec les grands noms de l'orientalisme. Seulement, il n'a jamais pu être universitaire. Parce que comme son premier diplôme est un diplôme des médersa, il n'y avait pas encore la réforme de 47 de Haj Sadok qui était son ami, donc il ne pouvait pas. Donc il était là, il frisait l'université, il a enseigné quelque temps à l'université, mais pas en tant qu'universitaire. Il faisait des recherches, il aidait les grands noms de l'orientalisme et il a publié, il écrivait des articles à Paris exactement. Ou à l'école des langues orientales de Paris. Mais il ne pouvait pas faire sa thèse par exemple. Parce que son diplôme n'était pas reconnu comme étant un diplôme qui pouvait faire entrer à l'université. Donc c'est sa condition d'indigène qui l'a limité, malgré tous ses mérites, malgré tout ce qu'il a montré et démontré comme valeur intellectuelle, comme preuve d'érudition, il n'a pas pu faire de thèse. C'était un indigène. Exactement, il restait indigène jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, il a occupé aussi le poste de traducteur d'arabe au service des affaires musulmanes, donc ça toujours à Paris. Il faisait appel à lui quand il s'agissait de quelque chose de très important, et même c'est ce qui a motivé son départ en 1956, parce qu'il était déjà retraité, il est rentré de Tunis, il prend sa retraite. Donc, et puis, avec le début de la révolution algérienne, ils ont besoin de ses services en tant que traducteur. Il refuse et il part s'installer à Nice. Donc, il perd sa femme qui meurt et puis lui, il meurt en 1966. Et il est rapatrié à Nice et son neveu, c'est Boualem Hamouda, fait le premier don de bibliothèque à la bibliothèque, le premier fonds de bibliothèque donné à la Bibliothèque nationale post-indépendance a été celui de Cheikh Ahmed Ben Hamouda. Il existe toujours. Donc c'est un don qui a été fait, je pense en 69, 68, 69, qu'il l'a remis. Il existe encore à la Bibliothèque nationale qu'on peut consulter. Il a été en 1931, il obtient la distinction académique et il a été nommé donc officier de l'instruction public en tant que répétiteur de langue arabe à l'école des langues orientales vivantes à Paris toujours. Et en août 1932, il est promu au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Oui, mais ça, c'est des titres comme ça que le colonisateur voulait donner. Voilà, il n'exprimait rien. Donc, il n'y avait aucun impact ni sur le salaire, ni sur la retraite, ni rien du tout. C'était comme ça mais c'était juste pour le fun, tout simplement. Et à la création de l'Institut d'études de l'Orient contemporain en décembre 1943, on le retrouve donc membre du conseil d'administration. Exactement. Et là, c'est important parce qu'ils avaient besoin de son érudition. Il connaissait parfaitement l'arabe. Il était parfait bilingue, donc c'est une maîtrise totale. En plus des langues mortes, donc le latin et le grec, il maîtrisait. Donc, il maîtrisait aussi quelques langues subsahariennes. Donc, c'était un personnage clé dans la création de cet institut. L'institut, jusqu'à présent, existe. Et donc, on y enseigne toutes les langues subsahariennes, même si c'est une langue qui est parlée par 10 ou 20 personnes d'une tribu comme ça. Donc, vous allez trouver un spécialiste. Et c'était le début. Donc, c'est un institut très important, donc, auquel plusieurs pays font appel. On y envoie faire des formations. L'institut, c'est pas n'importe quel institut. Et être choisi déjà d'emblée dans le staff qui va créer l'Institut des langues orientales donne une idée un peu sur la valeur de l'homme. C'est être reconnu également. Oui.
quelque part. Mais exactement, donc on reconnaît que c'est comme pour les médecins, vous êtes médecin la nuit, mais vous n'êtes pas le jour, donc c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Et puis, il a consacré toute sa vie, finalement, à l'enseignement et à la recherche. Exactement. Donc, c'est une vie qui est très passionnante. Même quand il a commencé à travailler sur le livre Étoiles et constellations, il ne s'est pas contenté de chercher dans les livres. Donc, il achète une lunette, il observe, il fait des nuits d'observation, des soirées. Donc, il y a son neveu qui m'a raconté, donc il montait à la terrasse, il montait à la terrasse la nuit pour observer les planètes, pour observer les pour, en fait, il faut identifier ce qu'on fait. Donc, il connaissait toutes les étoiles, il connaissait toutes les constellations. Donc, c'est un chercheur dans les gènes. Donc, c'est ça, c'est Ahmed Ben Hamouda. Et puis, il a laissé un livre très important en langue arabe. Je ne sais pas si on a vu passer la couverture de morphologie et grammaire morphologie de la grammaire de la langue arabe. C'est un livre très important dans l'étude de la langue arabe pour les spécialistes. Voilà. Donc, morphologie, syntaxe de la langue arabe, exactement. Voilà. Donc, ça, c'est... On a fini, Ahmed? Je ne sais pas. On ne terminera jamais avec Ahmed Ben Hamouda parce que moi, il me passionne. À chaque fois que je découvre quelque chose, il publiait avec son nom ou des fois, il signait Ahmed El-Qaïsari, donc Ahmed le Cherchellois. Donc, il avait une vie très active et c'était un érudit de première catégorie. Et puis, il avait des amis, non des moindres. Il y a aussi Mohamed Haj Sadouk, donc c'est un autre grand érudit. Il y a aussi Ahmed Ben Ouzkri qui a été, je pense, le premier directeur du lycée de Ben Aknoun. Donc, quand ils ont transformé l'école, c'était ses amis intimes. Il a étudié avec eux, ils ont étudié ensemble et puis ils sont devenus, par la suite, c'est une amitié qui ne s'est jamais terminée. Voilà. Merci, Ahmed. Merci à vous. Vous avez tenu à rendre hommage à Ahmed Ben Hamouda. Il le mérite. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la semaine prochaine. Inch'Allah. Avec plaisir. Merci. Quant à nous, on va voyager. Un petit voyage du côté du sud algérien, à Tamanrasset, dans la Hagar, avec cette visite de la région des Filelles au parc national de la Hagar. C'est signé ce matin Lamia Boudbouda. Sur le chemin menant vers l'Askrem, on peut se faire une idée plus ou moins précise sur les richesses d'un parc national qui avoisine les 500 000 km² et dont le patrimoine, autant naturel que culturel, remonte parfois à plus de 3 milliards d'années. Suivant notre ingénieur au département études et développement du patrimoine national de l'Office national du parc culturel de la Hagar. Nous arrivons au Gueltet des Filelles. Nous sommes dans une zone humide classée mondialement, c'est la zone des Filelles, classée depuis 2003. Par son importance dans l'écosystème saharien. L'installation des postes de contrôle et de protection et de contrôle, c'est pour préserver et protéger le patrimoine naturel qui existe dans la région des Filelles. Sur le lit de l'Oued, une végétation jusqu'alors insoupçonnée s'offre à nous. La région regorge de plusieurs espèces telles que le laurier rose, l'acacia, le fliou, une menthe sauvage, ainsi que des herbes goûteuses et odorantes. Aussi des espèces endémiques au parc de la Hagar. Dans la totalité du parc, on a plus de 370 espèces floristiques et plus de 36 espèces de mammifères, c'est de la faune. 176 espèces aviphones. La région des Filelles caractérisée aussi par la richesse des espèces floristiques aquatiques, comme le tehli, comme la menthe sauvage. Il y a pas mal des espèces. Il y a plus de 30 ou 40 espèces endémiques pour la zone des Filelles ou même les zones humides au territoire de la Hagar. La riche faune est difficilement observable. Gazelles, hyènes, chacals, renards, ainsi que le mouflon à manchette dont on a retrouvé des traces. Ainsi que le fameux guépard ou amayas comme l'appellent les autochtones.
on trouve beaucoup plus des oiseaux migrateurs. Il y a aussi des mammifères, comme les mouflons, les gazelles d'Orcas. Il y a du guépard, des chacals, de l'hyène rayée. Il y a aussi dans la région de la Hagar. Il y a comment dirais-je, plus de 36 espèces de mammifères qu'on le trouve dans la région. Il y a un protocole entre le parc culturel de la Hagar et le ZSL, c'est le Zoological Search of London. C'est un institut britannique spécialisé dans le domaine des recherches des mammifères, des mammifères sauvages en état de disparition. C'est un protocole expérimental qui dure plus de 4 ans. On a exposé plusieurs caméras trappes à travers la région de Tinhagen pour faire capturer le guépard dans cette région. Tlegelte Defilel est un trésor jalousement conservé et visité. Des professeurs venus de Djelfa en sont fascinés. نحن جماعة من مدينة جلفاء أساتذة في رحلة من مدينة جلفاء إلى تمرست، ولقد مررنا بعدة مدن منها مدينة المنيعة ثم عين صالح ثم تمرست ثم أتينا إلى هذه المنطقة اسمها فيلال. نوجه نداء إلى شبابنا الذين يقضون عطلهم الشتوية أو عطلهم الربيعية في بلدان أخرى على أن يقوموا بالسياحة في بلدهم أو لا من بلاد أخرى تشجيعا لهم. Et on accueille donc nos rubricards ce matin, l'équipe féminine, les femmes fatales du lundi matin. Jeune homme, Farah Hamadej, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Soumeya, bonjour à tous. Widada Gabi, bonjour Soumeya, bonjour à tous. Bonjour Mounia. Bonjour Soumeya, je tiens à m'excuser pour la voix que j'ai ce matin. Vous avez une voix rock, c'est assez particulier. Moi j'aime bien. Exactement. Vous avez passé la soirée à chanter? Non. Des berceuses? Même pas. Voilà. Bienvenue à vous les filles. Merci. Et c'est à vous de commencer, donc Farah, avec la rubrique consommation et vie pratique. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de consommation comme d'habitude, mais plutôt de vie pratique avec donc des conseils pratiques pour avoir les bons réflexes en cas d'orage ou d'inondation, que vous soyez chez vous, à l'extérieur ou dans votre voiture. Farah est là pour vous donner des conseils. Et on commence par les inondations. Comment se préparer à y faire face lorsqu'on est chez soi? Alors bon, tout le monde le sait, les inondations sont un phénomène naturel qui est dû soit à une rivière qui sort de son lit ou alors lorsqu'il y a de fortes pluies, il y a le sol qui n'arrive pas à absorber toute la quantité d'eau qui tombe, et en même temps il y a d'autres facteurs qui aggravent les inondations, c'est l'urbanisation. Quand l'homme construit et bétonne, donc l'eau n'a pas on va dire de circuit où passer et le sol n'arrive toujours pas à absorber. Donc c'est ce qui provoque les inondations. Donc comment se protéger? En fait, tout dépend où est-ce qu'on est. Si on est par exemple chez soi et qu'on habite dans une zone inondable ou bien au rez-de-chaussée, au fond d'une impasse par exemple avec une pente, parce que tout ça ce sont des facteurs qui aggravent les inondations. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr anticiper pour pouvoir protéger ses biens et ses proches. Donc première chose, on coupe le gaz, l'électricité, le chauffage, et on est pour éviter tous les risques d'explosion et d'électrocution. On revient toujours sur couper le gaz et l'électricité, ça dans tous les cas. Il y a quoi que ce soit, donc que ce soit une inondation, tremblement de terre, etc. De préférence, on ferme toujours le gaz et l'électricité. On n'utilise pas les équipements électriques comme des ascenseurs par exemple, parce que s'il y a une inondation au niveau du moteur, au niveau de la cave, là où il y a le moteur, l'ascenseur risque de bloquer, donc on va se retrouver bloqué dans l'ascenseur. Donc on ne prend pas, on n'utilise pas
Surtout pour les claustrophobes. Pour tout le monde. On ne prend pas l'ascenseur lorsqu'il y a des inondations. C'est la règle de base. Bien sûr, si vous avez des appareils électriques, des meubles, des objets de valeur, on les fait monter à l'étage pour les protéger justement de l'eau. Sinon, ils seront emportés. Exactement, tout sera détérioré. On n'utilise pas le téléphone fixe parce qu'il y a un risque d'électrocution. On le verra tout à l'heure lorsqu'on va parler de l'orage. Oui, exactement, on va expliquer comment ça se fait. Pour éviter les risques de noyade, on ne reste pas à l'intérieur de la maison et on ne descend jamais à la cave ou bien au sous-sol. Parce que s'il y a de l'eau qui monte rapidement, on risque de se retrouver coincé. Et là, il y a des gens qui se sont noyés chez eux, comme ça, parce qu'ils sont descendus à la cave ou au sous-sol. Et bien sûr, on évite de prendre la voiture. On ne se gare pas aussi dans un parking souterrain lorsqu'il y a des inondations. Et si la voiture elle est déjà dans un parking souterrain, on ne va pas aller la chercher, jamais. Il y a des personnes aussi qui ont eu des accidents comme ça, des personnes se sont retrouvées coincées parce que le portail du garage ne voulait plus s'ouvrir à cause des inondations. Donc ils se sont retrouvés noyés, ils sont morts noyés dans des garages. Et bien sûr, comme je disais, on ne retourne jamais chercher un objet dans une pièce ou bien dans une maison qui est inondée parce que là aussi, on risque de se retrouver coincé. Voilà. Alors, le cas le plus fréquent, c'est d'être coincé dans sa voiture lors d'une inondation. Qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire? Oui, exactement. Alors ça, c'est le cas le plus dangereux parce que là, on est exposé, on est à découvert. On n'est pas protégé dans une maison, on est directement dans une voiture. Et d'ailleurs, d'après les chiffres de la protection civile, durant la saison automnale, juste entre septembre et peut-être novembre, les éléments de la protection civile ont pu sauver 120 personnes emportées par des inondations suite aux pluies torrentielles. Donc c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Parfois même il y a eu des décès, comme c'était le cas de la jeune fille à Mermondalaïs. Donc il faut savoir aussi qu'il suffit de 30 cm d'eau pour emporter une voiture sur une route inondée. Donc si 30 cm d'eau arrive à porter une voiture de plusieurs tonnes, je vous laisse deviner le corps d'une personne. C'est vraiment l'équivalent d'une feuille morte sur un ruisseau. Tout à fait. Donc, et à ce niveau de pression, il devient très difficile d'ouvrir la portière. Lorsqu'il y a une inondation, on ne peut pas ouvrir la portière. Donc si on se trouve pris dans une inondation alors qu'on est dans sa voiture, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, garder son calme. Ça peut paraître... Ça peut vous sauver. Exactement, parce qu'on a besoin d'avoir tous ces esprits pour pouvoir prendre une bonne décision. Première chose, donc on garde son calme. On appelle la protection civile au numéro 14. Donc c'est à eux d'évaluer un petit peu la situation. Ils vont vous donner un petit peu les instructions à suivre selon la situation. Est-ce qu'il faut évacuer le véhicule ou bien au contraire rester dans son véhicule? C'est vrai, on pense pas souvent, mais il faut toujours appeler les secours. C'est eux qui vont nous donner les bons réflexes à suivre, etc. Parce que j'imagine à ce moment-là, on a peur, on est paniqué, on va pas un petit peu se rappeler tout ce qu'il faut faire. De vie. Exactement. Donc première chose, on appelle les secours. Ils vont nous orienter et nous guider. Autre chose, on détache sa ceinture de sécurité, parce qu'elle risque de se bloquer aussi. Donc première chose, on appelle les secours, on détache, si on voit l'eau qui monte, on détache sa ceinture de sécurité parce qu'elle risque de se bloquer. Et si on aura besoin d'évacuer le véhicule, ça risque de poser problème. Si la voiture est prise dans une cuvette, c'est-à-dire que si elle est dans un trou, dans une impasse où il n'y a pas l'eau monte, etc., à ce moment-là, et qu'on voit que la voiture est en train de couler, à ce moment-là, on monte sur le toit du véhicule. Si le véhicule est retourné et qu'on est coincé sous l'eau, alors là, il est impossible d'ouvrir la portière parce qu'il y a une différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur du véhicule. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut d'abord ouvrir les vitres pour laisser rentrer de l'eau. C'est à ce moment-là, il y aura une sorte de rééquilibrage des pressions entre l'extérieur et l'intérieur du véhicule. À ce moment-là, on pourra ouvrir la portière et sortir. Si on a des vitres électriques, ça risque d'être compliqué. Et bien justement, je pense que quand il commence à pleuvoir, ou bien si on voit que la voiture commence à bloquer, il y a de l'eau qui monte, première chose, là, on enlève, on enlève la ceinture et on ouvre les vitres. Voilà. Tout de suite. Tout de suite, on ne reste pas un petit peu, on se dit oui, il pleut, etc. Non, on ouvre les vitres et on débloque la ceinture de sécurité. Donc on a dit, il faut toujours ouvrir, donc pour pouvoir ouvrir la portière, il faut ouvrir les vitres pour laisser rentrer l'eau. Et en cas de nécessité absolue qu'on doit prendre sa voiture, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne s'engage pas sur une route barrée, parce que là on risque de trouver de l'eau qui monte, surtout si c'est une pente. On risque de se retrouver coincé, on ne pourra pas faire demi-tour, on va se retrouver donc coincé. On ne s'engage pas sur une voie immergée aussi. Si on voit qu'il y a de l'eau à côté, on ne s'engage pas, on fait demi-tour. Et bien sûr, dans un parking souterrain, on ne stationne pas et on ne rentre pas dans un parking souterrain quand il y a beaucoup de pluie, et qu'il y a un risque d'inondation. Il faut faire très attention aussi à la météo.
Voilà, parce qu'ils vont nous annoncer s'il y a des pluies torrentielles, s'il y a de fortes pluies, pour prendre ces précautions. Voilà. L'autre danger lors d'un orage, c'est la foudre. Comment s'en protéger, Falah? Alors, la foudre, c'est un risque auquel on ne pense pas toujours, mais pourtant il est là. Et surtout si on a une activité en extérieur ou bien tout simplement on est en déplacement à l'extérieur. Et à ce moment-là, il faut savoir aussi qu'une décharge, donc contient la foudre qui s'abat. Waouh, la photo! Oui, alors pour la décharge, ça peut aller entre 10 et 20 millions de volts. C'est énorme. Donc si ça tombe sur une personne, c'est énorme. Il y a même des décès, bien sûr, à cause de ça. Clair. Donc il faut prendre certaines précautions pour un petit peu réduire les risques de fulguration. Donc première chose, je reviens à la météo, on consulte la météo si on a une activité à l'extérieur. Si c'est un réflexe qu'il faut avoir. Exactement. Toujours consulter la météo avant de sortir, si on compte emmener les enfants au parc, si on compte sortir faire du sport, faire des courses à pied, etc. Il faut toujours consulter la météo. Été comme hiver, éviter la canicule. Parce qu'il y a les orages d'été qui sont très très forts aussi. Oui, aussi. Donc il faut toujours consulter la météo. Et si vous êtes à l'extérieur et qu'il y a un orage, on s'éloigne de toute structure métallique, que ce soit des pylônes, des clôtures, aussi des grillages. Comme ça, on évite une tension de toucher. Donc, si on touche quelque chose de métallique et qu'il y a un orage, il y a un risque de foudre. Donc, on peut s'électrocuter, justement, si on reste à côté d'un poteau. Facilement, oui. Aussi. Exactement. Ça dépend. Maintenant, oui, si c'est en structure métallique, on évite aussi. Tout à fait, parce qu'il attire la foudre. On s'abrite dans un véhicule, dans une voiture, ou dans une maison. Mais jamais sous un arbre, bien sûr, dans une forêt. Il n'y a plus de cabine téléphonique, mais aussi quelque chose de métallique, comme vous disiez, que ce soit un abribus ou quelque chose de métallique, une sorte de, comment on peut trouver, une sorte de kiosque, etc. On évite. Là où il y a du métal, on évite. Ni dans une cabane isolée. Aussi parce que ça peut être une cible pour la foudre. Alors si vous ne trouvez pas où vous abritez, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maison, et qu'on est vraiment à l'extérieur, à découvert, c'est-à-dire au milieu d'un champ ou vraiment dans un endroit où il y a un grand espace, là, il faut tout simplement s'accroupir, se mettre en boule. C'est la meilleure façon de se protéger de la foudre parce que quand on est debout, on devient une cible facile. Oui. Donc par contre, quand on est accroupi, là, c'est un petit peu plus difficile d'être atteint. Donc autre chose, on ne se tient pas jambes écartées, il faut toujours garder les pieds joints parce que c'est cette différence qui fait qu'on peut être la cible de la foudre. Lorsqu'on ne marche, on ne fait pas de grandes enjambées, c'est-à-dire on ne marche pas à grands pas. Parce qu'au moment où on lève un pied, qu'il y a un seul pied qui touche le sol, là aussi on devient une cible pour la foudre. On parlait tout à l'heure de la fameuse vidéo qu'on a vue plusieurs fois sur Internet, des joueurs de football sur un terrain qui se faisait foudroyer et qu'on n'avait pas compris pourquoi certains étaient touchés par la foudre et pas d'autres. Finalement, quand les experts ont bien décortiqué la vidéo, ils ont découvert que les joueurs qui avaient les deux pieds au sol n'ont pas été touchés. Par contre, ceux qui étaient en train de courir, qui n'avaient qu'un seul pied au sol, c'est ceux-là qui ont été touchés par la foudre. Donc quand on marche, qu'il y a un orage, on marche à petits pas. On ne saute pas, on garde toujours les deux pieds au sol, c'est important aussi. Si vous êtes un groupe, on s'éloigne les uns des autres parce qu'il y a un risque de foudroiement latéral. C'est-à-dire que si la foudre tombe sur une personne, elle va marcher, elle va un petit peu se déplacer latéralement, donc elle va toucher les autres personnes. Donc on se sépare, on ne marche pas tous en groupe quand il y a un orage. Bien sûr, on ne s'abrite pas sous un parapluie parce qu'il y a la structure métallique, on devient une cible. Ça peut faire paratonnerre. Exactement, tout à fait. Donc on n'utilise pas un parapluie. Si on a une pièce qui conduit donc l'électricité, on la pose ou bien on la laisse fermer, on la prend pas. Et on vérifie toujours donc si on n'a pas un objet métallique sur soi, parce qu'un simple objet métallique peut attirer la foudre, parce qu'on marche comme ça dehors et qu'il y a de l'orage. C'est un peu difficile de se retrouver sans objet métallique. On a la fermeture éclair de la veste, on a de la monnaie. Même la fermeture éclair, je ne sais pas si c'est toujours en métal, il y a tellement aujourd'hui de matière un petit peu le téléphone déjà. Le téléphone n'a pas toujours du métal dessus, donc il n'y a pas de problème. Certains sont métalliques. Par contre, quand on vous dit, on peut avoir peut-être pour les fumeurs un briquet métallique, c'est vrai, là il faut s'en débarrasser, l'envelopper dans du plastique, l'isoler, il faut trouver vraiment une solution. Donc c'est ça, c'est-à-dire il faut voir si vous comptez sortir et il faut faire ses prévisions à exactement, et c'est ce qu'on disait, il faut anticiper. On parlait tout à l'heure du téléphone. Lorsqu'il y a un orage, qu'on est à la maison, on n'utilise pas le téléphone fixe. Parce qu'il faut savoir que si la foudre tombe sur la ligne électrique, il y a le courant qui va marcher tout au long de la ligne sur des kilomètres. Donc si vous utilisez le téléphone fixe, donc avec le fil, il y a un risque d'électrocution.
Exactement. Donc ça, on l'utilise pas. Par contre, le mobile, il n'y a pas de problème. Voilà, mais le téléphone fixe, on ne l'utilise pas. Et donc, je disais, donc, là, parce que la surtension occasionnée, pardon, oui. Mais après, ça dépend du fixe qu'on a à la maison. Si on a un fixe combiné, sans fil, il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que l'air n'est pas conducteur, donc il n'y a pas de souci. Mais je parle du fixe avec le fil. Avec le fil combiné, ça, on ne l'utilise pas. Parce qu'il faut savoir aussi, s'il y a une personne qui est au téléphone avec le fixe, qui a une la ligne téléphonique est frappée par la foudre, donc il y a la surtension et il y a la foudre qui marche tout au long du réseau, et que la personne elle est électrocutée, s'il y a une autre personne qui est assise à côté d'elle, elle sera touchée aussi. Donc c'est pour un petit peu réduire les risques. Peut-être dernière recommandation aussi, il faut débrancher tous les équipements électriques à la maison quand il y a un orage. Parce qu'ils peuvent justement être touchés par une surtension et être endommagés même s'ils sont éteints. Donc on ne va pas dire on va éteindre la télé, on va éteindre tous les appareils, ça va aller. Non, on débranche carrément les prises, comment on appelle ça, les sources les multiprises. Oui, parce que en général, même si on éteint les appareils, ils sont encore branchés, ils sont en veille parce qu'on se moque. La dernière génération de la majorité, c'est pour ça qu'il faut débrancher les prises. Il faut carrément débrancher. On débranche les prises, les multiprises, etc. On attend que l'orage passe pour un petit peu rebrancher tout ça. Parce que souvent on éteint simplement, il est voyant et ça ne nous dérange plus. Voilà, mais c'est quand même branché. Puis même le réfrigérateur est branché, la machine à laver, tout. Exactement. Donc, soit comme vous disiez, on débranche tout. On débranche tout, il y a carrément le compteur. Voilà, on fait baisser le compteur le temps que l'orage passe. Voilà, pour se protéger ses biens. Voilà, merci beaucoup Farah. C'était fort intéressant. Merci beaucoup. Ça faisait un petit peu peur, mais il faut savoir parce que voilà, il ne faut pas attendre que ce genre de situation arrive pour se dire ah qu'est-ce que je vais faire ou bien ah qu'est-ce que j'aurais dû faire. Donc oui. J'aurais une question justement. À quel moment ne pas quitter la voiture? Je pense que tant que l'eau ne rentre pas dans l'habitacle, on peut rester dans la voiture. Mais si on voit que l'eau monte rapidement, et je pense qu'il faudra quitter. Et encore, c'est pour ça que je reviens toujours on appelle les secours pour savoir. Parce qu'en même temps, si on quitte la voiture et qu'il y a un torrent, et qu'on voit qu'il y a d'autres voitures qui arrivent, qu'on voit, je ne sais pas, qu'on voit des objets un petit peu, parce que souvent quand il y a l'eau qui est un petit peu vive comme ça, etc., souvent, elle charrie avec elle des objets. Exactement. Et là, se mettre sur le toit, c'est pas très... Il y a des voitures, elle peut charrier des objets métalliques qui peuvent être tranchants, elle peut charrier des produits lourds. Exactement, là, on risque d'être encore plus en danger. Donc, c'est pour ça que je me dis que tant que l'habitacle n'est pas totalement submergé d'eau, on ne sort pas. Et ensuite, de préférence, c'est appeler les secours, c'est eux qui vont nous donner un petit peu la bonne conduite à tenir. Là, on ne peut pas dire vous sortez parce qu'on ne sait pas. Peut-être s'il y a trop de courant, ça va devenir plus dangereux. Donc mieux vous rester dans la voiture et attendre. Donc là, je pense toujours appeler le 14. C'est eux qui pourront nous dire que faire. Voilà. Merci beaucoup Farah. Merci. Nous allons tout de suite découvrir ce que les autres rubriques ont pour nous ce matin. D'abord avec la rubrique santé, tout de suite après ceci. Il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle pour la rubrique santé. On enchaîne tout de suite avec, après Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, place à présent à Movember. Attention mesdames, c'est le mois de la moustache. Movember qui est un événement annuel organisé par la fondation, donc Movember Fondation Charity. C'est chaque année. Et tout au long du mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever les fonds pour la recherche dans les maladies masculines telles que le cancer de la prostate. Widad Agabi, effectivement. C'est pour ça que vous êtes là ce matin pour nous parler pour revenir sur le cancer de la prostate qui est très fréquent chez les hommes de plus de 50 ans. Le cancer de la prostate est le type de cancer le plus fréquent chez les hommes. On estime qu'un homme sur 7 en recevra le diagnostic le plus souvent à partir donc de 50 ans, de la cinquantaine ou de la soixantaine. N'est-ce pas? Effectivement, donc on n'en parle pas souvent malheureusement, donc c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Après le mois d'octobre, donc Octobre Rose, il y a le mois de novembre, donc le mois de la moustache, désormais dédié au cancer masculin, oui. À travers l'événement Movember que vous venez juste d'expliquer. Donc le but c'est de sensibiliser la population et donc c'est-à-dire essayer de
comme vous avez dit, pour les revenus, pour financer justement la recherche scientifique et la recherche médicale pour ces maladies, parmi lesquelles on a le cancer de la prostate, qui est un cancer qui touche l'homme de plus de 50 ans. Très fréquent. Oui, c'est un véritable enjeu de santé publique. Il est devenu le premier cancer chez l'homme. Et donc ça touche les hommes de plus en plus vers la cinquantaine, c'est-à-dire c'est des hommes qui sont jeunes. Avant, on le voyait surtout chez les personnes âgées, maintenant c'est vers la cinquantaine. Et avec tous les progrès des moyens de dépistage et la découverte des nouvelles thérapeutiques qui sont moins invasives, on va dire, donc ça a permis de diminuer le taux de mortalité. C'est vrai que l'incidence elle est en train d'augmenter, mais le taux de mortalité est en train de diminuer grâce à tous ces moyens. Et d'ailleurs, les traitements ont permis c'est-à-dire d'offrir une meilleure qualité de vie. Ils exposent moins au risque de complications et on a dit meilleure qualité de vie parce que c'est quand même l'organe qui fait partie de l'appareil reproducteur chez l'homme. Oui. Donc, alors, y a-t-il des facteurs de risque pour le cancer de la prostate? Oui, il existe des facteurs de risque qui ont été incriminés. Déjà, l'âge. L'homme plus de 50 ans est exposé à ce risque. On a aussi l'hérédité. Donc, plus l'homme a des antécédents familiaux de cancer de prostate, c'est-à-dire des parents du premier degré qui ont fait un cancer de prostate, ça multiplie fois 10 le risque de développer un cancer de la prostate. Et aussi, ça a été déterminé, enfin, ils ont incriminé d'autres facteurs, notamment l'alimentation. Plus l'alimentation sera riche en graisse animale, surtout, ça expose au risque. L'exposition professionnelle à certains pesticides aussi, l'obésité a été incriminée. Donc ce sont plusieurs facteurs qui peuvent intervenir pour le développement de ce cancer, mais le facteur principal c'est l'hérédité. C'est l'hérédité. Oui. Quels sont les symptômes du cancer de la prostate? Alors les symptômes du cancer de la prostate, il faut savoir que au stade de début, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes cliniques. Donc la personne, elle va sentir rien, surtout les patients. C'est le cas de pratiquement tous les cancers. Exactement, exactement. Si il se manifeste, c'est-à-dire que la tumeur, elle est devenue volumineuse, elle a pris du volume, ou même elle a dépassé la prostate, c'est-à-dire elle est au stade de métastase, elle a touché les autres organes. Donc quand elle est volumineuse, les symptômes qu'elle peut donner, c'est comme les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc c'est une maladie qui est bénigne, il y a une augmentation physiologique du volume de la prostate qui augmente avec l'âge. Donc plus l'homme il va avancer dans l'âge, donc sa prostate elle prendra du volume et elle va donner des symptômes. Mais c'est bénin, c'est pas ça le cancer. Ça ressemble aux symptômes, donc les symptômes de cancer, ça ressemble à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc ça peut être une envie d'aller uriner fréquemment, donc la nuit ou la journée. Donc le jet, au moment d'uriner, donc il sera entrecoupé, difficulté à uriner, à commencer à uriner ou bien difficulté à la fin donc de la miction. Avoir du sang dans les urines. Donc tous ces symptômes peuvent orienter pour dire qu'il s'agit peut-être d'un cancer de la prostate, mais ça ressemble, on a dit que ça ressemble à d'autres, c'est des symptômes qui peuvent ressembler à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Voilà, donc d'où l'intérêt d'aller consulter. Consulter justement, il y a des examens pour confirmer ou infirmer donc le diagnostic du cancer de la prostate, n'est-ce pas? Effectivement, donc déjà ça commence par quand on consulte le médecin, c'est déjà l'interrogatoire, donc ça va être par rapport aux signes et par la suite ça va passer par l'examen clinique. Et l'examen clinique, donc ce sera essentiellement le toucher rectal. Le médecin va apprécier le volume de la prostate, il va apprécier s'il y a une masse à l'intérieur de cette prostate, donc les caractéristiques de cette masse, est-ce qu'elle est d'une consistance pierreuse? Ça veut dire que c'est des signes qui peuvent orienter vers un cancer. Par la suite, ça sera le dosage de la PSA.
D'accord. Donc PSA, c'est l'antigène prostatique spécifique de la prostate. Voilà. Donc ça va être un dosage c'est un prélèvement sanguin, donc c'est pas invasif. Et par la suite, donc quand il y aura une confirmation, on peut aller vers l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, qui pourra nous orienter. Et à la fin, ça sera la biopsie. La biopsie qui va, c'est-à-dire confirmer le diagnostic. D'accord. À quel âge faut-il se faire dépister? Oui, alors le dépistage déjà, ça passe par le dosage de la PSA et l'examen clinique, donc le toucher rectal. Donc l'âge principal, c'est à partir de 50 ans, mais chez les gens qui ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate, c'est à partir de l'âge de 45 ans. C'est-à-dire qu'il faut allumer les projecteurs plus tôt par rapport aux autres hommes. Voilà. Alors si vous avez un message à passer, Widada Gabi, ce matin, ce serait lequel? Il ne faut pas hésiter de se faire dépister. Malheureusement, en Algérie, on n'a pas trop cette culture. On a peur de se faire dépister. On a peur d'aller diagnostiquer les choses. Mais moi, aujourd'hui, je dirais qu'il vaut mieux diagnostiquer les choses précocement, les traiter, parce que ça augmente notre chance de survie et notre chance de guérison. C'est pas toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui nous tombent dessus et qu'on ne peut pas dépister. Pourquoi ne pas en profiter quand il y a un moyen de dépistage pour justement guérir de cette maladie et peut-être vivre plus longtemps. C'est ça. Ouais. Personnellement, je pense qu'on n'en parle pas assez, justement, du cancer de la prostate. Oui. On passe tout le mois d'octobre à parler du cancer du sein, et c'est très bien. Mais concernant le cancer de la prostate, on n'en parle pas assez. C'est pas aussi médiatisé, on va dire, que... Pourtant, c'est très fréquent. Exactement. Et on devrait justement en parler beaucoup plus souvent. Voilà. Je pense en plus ça doit être un peu plus difficile de sensibiliser les hommes, parce que je pense que les femmes se préoccupent plus de leur santé. Par contre, les hommes, ils ont tendance un petit peu à tout dédramatiser. Oui. Donc même s'ils ont des signes ou quelque chose ne va pas, ils se disent ouais, non mais ça va passer, etc. Je pense qu'il faut travailler un peu plus sur la sensibilisation. Effectivement. Moi j'ai travaillé à l'hôpital. Voilà. Oui, c'est bien, je trouve. Oui, aussi. Effectivement, c'est ce qu'elle vient de dire, c'est très intéressant, parce que moi j'ai travaillé à l'hôpital au service femmes et au service hommes. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les femmes, elles sont plaintives, donc au moindre symptôme, elles consultent, mais par contre les hommes, ils viennent toujours dire tardif. Voilà, non, c'est terrible. Pardon? Mais elles ne sont pas facilement alarmées par les hommes. Mais elles sont conscientes que s'il y a un problème, il faut quand même passer à Elles prennent plus soin de leur santé par rapport aux hommes. Donc les hommes, ils ont tendance à banaliser, ils arrivent toujours à un stade tardif par rapport à la majorité des maladies. Hein. Donc ils arrivent, ils veulent pas, c'est pas leur priorité. Ils n'acceptent pas la maladie, les hommes par rapport aux femmes. Oui. Oui. Ben voilà, merci Widada Gabi. Merci à vous. Merci en tout cas. Vous avez vous vous êtes intéressé ce matin à donc novembre, comment on appelle ça, le mois de la moustache. Voilà. Et donc la semaine prochaine, ce sera? Vous ne savez pas encore? C'est pour le week-end, vous le savez? Oui. On peut l'annoncer? Bien sûr, bien sûr. Donc ça sera ce samedi, on va parler de tout ce qui est automédication et résistance aux antibiotiques. Ça, voilà. C'est très intéressant. C'est le moment d'en parler. On a tendance, oui, c'est vrai, on a tendance à souvent se dire, bon, je crois que je couvre ça, je vais prendre ce médicament. Et puis, à mon avis, il faudrait interdire la vente d'antibiotiques sans ordonnance. Voilà. C'est pas parce qu'il faut savoir que les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas automatique, oui. Justement. C'est pas automatique. Il y a des indications. Surtout en pédiatrie, les mamans, elles ont tendance à demander ça. Nous, quand c'est viral, on ne donne pas d'antibiotiques. Voilà, c'est quand c'est microbien, quand il y a une bactérie. Antibiotiques. Certains pédiatres donnent beaucoup d'antibiotiques aussi. Oui, je pense que ça dépend du médecin. D'antibiotiques et de corticoïdes. Oui. Donc ça ne devrait pas être... oui, ça va ensemble. Ça fait des ravages, le corticoïde. C'est vrai. Même chez les dentistes et tout, ça fait encore des anti-inflammatoires. Les corticoïdes, avec une infection, ça va flamber l'infection. C'est ça. Il faut éviter toujours... C'est le cocktail qui donne souvent... Et parce que on appelle le corticoïde, on l'appelle la molécule miracle. Oui, elle donne ça règle tous les problèmes sur le bien-être. Voilà, mais par la suite, il y a les dégâts. Les conséquences, voilà. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Widada Gabi. Merci à vous. On passe à la rubrique Mère et enfant. Monia.
Oui, bonjour, Alors. Bonjour. Rebonjour, vous êtes là depuis tout à l'heure. Oui, on s'est déjà vu dans les couloirs en plus. Oui, voilà. Alors, les accidents domestiques sont la première cause de mortalité des enfants. En cas d'accident grave, il faut agir vite. Quels sont les bons réflexes en cas d'urgence? Conseil ce matin avec vous, Mounia Métis. Exactement. Vous avez parlé de fausses routes la dernière fois. Oui, on a parlé de fausses routes. On peut encore en parler? Oui, on en parlera ensuite vers la fin, mais l'accident le plus fréquent, je ne sais pas si vous le savez. Les brûlures? Non, non, du tout. Les chutes. Raté. Exactement. C'est les chutes, c'est l'un des accidents les plus fréquents. Parce qu'un bébé, il faut savoir qu'un bébé, à partir de 3 mois, commence quand même un peu bouger, à essayer de se retourner. Donc, il commence à essayer de se retourner. Vers 4-6 mois, il commence à essayer de se mettre assis. Même s'il n'y a pas beaucoup d'équilibre, il ne tient pas vraiment l'équilibre, mais il essaye quand même à bouger. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra, à partir de 3 mois, voilà, qu'il faudra faire attention. Donc, les chutes. Donc laisser bébé sur la table allongée seul, ça c'est hors de question. Donc quand on a l'intention de changer bébé, on prépare tout ce dont on a besoin, même en plus, c'est pas grave. Vaut mieux être présent avec bébé et si on doit se déplacer, le prendre dans ses bras toujours. Pour éviter qu'il ne tourne, qu'il ne chute. Il y a la table allongée. C'est pas tout le monde qui a une table allongée déjà. Sur un simple lit. Sur un simple lit, un canapé, voilà, le bébé risque de tomber. Et même pour les enfants plus âgés. Oui. Enfin, les enfants plus âgés, à partir d'1 an, 2 ans. Déjà à partir d'1 an, quand ils commencent à marcher, mais qu'ils ne tiennent pas vraiment debout, pas vraiment sur leurs 2 pieds, là il faudra faire encore plus attention parce que c'est là où ils risquent encore plus de tomber, de glisser, de ne pas bien tenir leur équilibre, donc les meubles et tout ça. Ils commencent à grimper, c'est des experts, c'est des grimpeurs, je vous dis pas. J'en ai 2 à la maison, c'est bon. J'en ai 2 à la maison et elles grimpent tout le temps. Donc il faut savoir qu'un bébé, un bébé en bonne santé, un bébé heureux, c'est un bébé qui fait du bruit, qui je vais vous dire, j'ai vu ça en image sur les photos. Ça, moi, c'est pour ça que ça me fait rire. Ça me rappelle une photo de vos jumelles, donc. Oui. Et je commence à perdre. C'est pas grave, ça arrive. En tout cas, c'est particulier la voix que vous avez ce matin, à la Barry White. Après, je passerai pour une consultation. Voilà. Pas de souci. Chez Wida Dakabi, elle est là, vous inquiétez pas. Pas d'antibiotiques. Pas de corticoïdes, peut-être aussi. Un peu de miel. Ah bah voilà, la corticoïde qui revient. J'ai laryngite. Ah oui, carrément. Ah oui. D'accord. Hier, elle était bien, hein? Hier, j'avais une bonne voix. Donc, voilà, je pense que c'est un coup de froid. C'est un coup de froid, voilà. Donc, alors, on continue? On continue, il faut faire très attention. Alors, dans nos appartements, on n'a pas forcément beaucoup de place et quand on a plusieurs enfants, on décide souvent de prendre des lits superposés. C'est une bonne idée pour gagner de la place, mais une mauvaise idée question sécurité. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne faut pas mettre un enfant justement sur un lit superposé avant l'âge de 6 ans. Il risque de tomber en plein sommeil, ils risquent de tomber en jouant et les enfants ne sont pas conscients. Ne sont vraiment pas conscients du danger qui les entoure. Ils sont imprévisibles, ils sont comme ça. Exactement. Donc ils touchent à tout, ils découvrent, c'est tout à fait normal. Et puis un enfant heureux et un enfant en bonne santé, c'est un enfant qui court partout, qui bouge, qui fait du bruit et tout ça. Qui fait tout. Et s'il ne fait pas de bruit, voilà, exactement. Ici, votre enfant ne fait pas de bruit. Il faut s'inquiéter. Et il ne faut jamais quitter des yeux un enfant, ça c'est clair. On le dit, on le redit à chaque fois, il faut toujours être présent avec son enfant. Donc, premier accident, c'est les chutes. Il faut faire très attention. Donc, les chutes, quand il commence à se retourner, table allongée, le fauteuil, le canapé, le lit. Très attention, ne jamais laisser bébé seul quand on le change ou quoi que ce soit d'autre. Il faut toujours être présent. Et si on doit se déplacer, le prendre dans ses bras. Et si c'est 2, les prendre les 2 dans les bras. Et après les chutes, les chutes quand ils commencent à marcher aussi, il faut faire attention aux meubles, donc les tables basses, les coins les coins surtout. J'avais peur de ça justement, les coins de meubles, les tables basses, les portes, tout ça. Et la cuisine, ne jamais laisser un enfant seul dans une cuisine, ça aussi c'est évident. Donc après les chutes. Et aussi les escaliers. Les escaliers, exactement. Voilà. Les escaliers, bon, pour un enfant
commence à marcher, qui sait descendre et monter les escaliers. Donc à partir de 2 ans, elle commence à savoir monter et descendre les escaliers. Il commence à marcher, il suffit de quelques secondes et par là, il accède aux escaliers. Exactement. Donc ce qu'on peut trouver sur le marché en ce moment, c'est des... voilà, il y a des barrières, par exemple, il y a des barrières qu'on peut mettre pour les escaliers ou qu'on peut mettre aussi à la maison si on a un balcon. Donc la porte du balcon pour éviter que si vous laissez la porte du balcon ouverte, s'il fait chaud, pour aérer ou quoi que ce soit, donc vous pouvez mettre votre barrière et ou mettre une barrière pour ne pas accéder à la cuisine par exemple ou à la salle de bain si vous n'avez pas un moyen de rangement en hauteur. Donc vous avez les barrières. Vous avez aussi ce qui se vend maintenant sur le marché, c'est des petites bandes antidérapantes que vous pouvez mettre sur les bords des escaliers, des marches d'escalier, pour éviter qu'ils ne soient trop glissants, tout simplement. Et donc après les chutes, nous avons les brûlures. Ah voilà, les brûlures. Voilà, les brûlures, exactement. Donc les brûlures, on peut c'est assez fréquent. Déjà la première... L'une des premières causes aussi, c'est aussi trop chauffer le biberon. Par exemple, le chauffer au micro-ondes. Chauffer un biberon au micro-ondes, ce qu'il faut savoir, c'est que le micro-ondes ne chauffe pas ce qu'il y a à l'intérieur, le produit à l'intérieur. La chaleur n'est pas diffusée voilà, de façon homogène. Donc, et même quand vous retirez votre biberon du micro-ondes, il continue quand même à chauffer. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser un chauffe-biberon de préférence, ou alors à l'ancienne dans une petite casserole, et c'est beaucoup plus simple. Donc vous avez les biberons et puis vous avez la cuisine. Oui. Vous avez la cuisinière et puis le four, vous avez le chauffage. Les bras, quand on laisse les bras. Voilà, il ne faut jamais laisser votre casserole avec le bras vers l'extérieur, toujours le retourner vers l'intérieur. Après, il y a risque de brûlure grave. Grave, justement. De claque tout de suite. Exactement. Il faut asperger d'eau froide tout de suite, c'est ça. Exactement, voilà. Donc, en cas... Voilà. 15 minutes, 15 voilà. 15 degrés de l'eau froide à 15 degrés et à 15 cm de la surface brûlée. De la brûlure, exactement. Ouais. Et si c'est grave, bien sûr, quand c'est une légère brûlure, que vous voyez qu'il y a à peine une rougeur, je pense qu'il n'y a pas besoin de consulter. Oui, le degré. Voilà, ça dépend du degré. Voilà. Exactement, mais quand la brûlure est quand même importante, oui. Après avoir justement passé de l'eau froide à 15 cm pendant 15 minutes à 15 degrés, aller aux urgences, tout simplement. Ouais, voilà, c'est aller aux urgences. Il y a aussi les brûlures internes toujours avec les produits d'entretien. Bon, j'y arrive. Pardon. Ça, c'est l'intoxication avec produits. Oui, ça, c'est grave aussi. Oui, c'est grave, mais bon, pour ça, c'est une autre technique, on va dire. Donc là, oui, c'est les produits détergents, donc c'est l'intoxication aux produits ménagers. Donc bien sûr, tout ranger en hauteur, là où bébé n'a pas laissé à portée des enfants. Exactement. Et sinon, il existe des verrous pour les justement des sécurités pour les placards et pour les tiroirs et tout ça. Donc moi personnellement, ce que j'ai fait, j'ai tout mis dans le balcon de la cuisine que je n'ouvre jamais quand mes filles sont présentes, tout simplement. Oui, voilà. Donc tout est à l'extérieur et je suis tranquille, on ne sait jamais. Exactement. Parce qu'on peut... Oui. Widette voudrait intervenir bien tout à sûr. l'heure. Oui, par rapport aux produits, parce qu'il risque un enfant peut s'intoxiquer, voilà, de boire ce produit. C'est des gestes qu'il ne faut pas. Il y a des gestes qu'on ne connaît pas et qu'il ne faut justement pas faire. Le fait de boire du lait ou de l'eau. Si c'est un... De l'huile aussi. Voilà, de l'huile aussi. Vomir, il ne faut pas. Exactement. Parce que les brûlures, c'est des brûlures caustiques. Exactement. Donc, des brûlures caustiques, c'est des acides, des bases. Donc et si c'est du savon, ça risque de faire de la mousse et étouffer bébé. C'est encore pire. Il ne faut jamais appliquer de pommade. Il faut en cas d'ingestion de produits chimiques, que ce soit des détergents ou des cosmétiques ou quoi que ce soit, vaut mieux aller aux urgences directement. Il n'y a pas de... Enfin, c'est... voilà. Oui, c'est les médecins qui sauront quoi faire. Pour les brûlures, je dirais, avec formation de claque, des fois on utilise du dentifrice, les remèdes de grand-mère. Non, les remèdes de grand-mère, oui. Sur pas d'huile, pas de dentifrice, pas de bicarbonate, pas de pommes de terre, tout ça. Allez plutôt à l'hôpital. Exactement. C'est plus simple. Voilà. Exactement. Donc voilà, pour parler de l'intoxication aux produits ménagers, il y a aussi le risque d'étouffement.
Le risque d'étouffement n'est pas forcément le risque de fausse route. Le risque d'étouffement, c'est bébé risque aussi de s'étouffer dans son lit avec soit un coussin, soit un doudou, soit sa couverture. Donc il faut toujours vérifier et toujours dans le berceau de bébé ne rien laisser. Premièrement, prendre une gigoteuse. C'est une sorte de sac de couchage pour bébé. Comme ça, le bébé ne risque pas de se mettre la couverture sur le visage. Il sera au chaud. Voilà, il sera au chaud. Il faut savoir que bébé ne saura pas enlever la couverture ou l'objet qui gêne sa respiration avant 1 an et demi à peu près. Il ne sait pas retirer ce qui gêne sa respiration. Donc il risque d'étouffer dans son sommeil. N'est-ce pas? Oui, le cododo aussi, oui. Pardon, pour le risque d'étouffement, même pour les enfants un peu plus âgés, peut-être 2, 3, 4 ans, aujourd'hui on pointe du doigt les écharpes, parce que c'est l'hiver. Donc un enfant de cet âge-là, de préférence un tour de cou, plutôt qu'une écharpe, parce que même en jouant, il peut marcher dessus alors que c'est noué, il peut coincer son écharpe, je sais pas moi, dans une porte, ou un autre enfant va lui tirer son écharpe, donc ça aussi il faut faire attention. Exactement. Voilà. Donc vaut mieux avoir quelque chose de plutôt montant, donc mettre une veste qui monte ou avec un col. Alors maintenant il y a les tours de cou directement, qui se mettent directement comme un, voilà, tout simplement c'est beaucoup plus. Il y a un truc que les enfants adorent, c'est aller mettre le doigt dans les prises. L'électrocution. Donc on finit d'abord par l'étouffement, il y a aussi... désolé. Je vous en prie. Donc il y a le risque d'étouffement bébé dans son berceau, il y a le risque d'étouffement si on fait du cododo. Oui. Voilà. Là c'est... il y a eu des cas malheureusement. Il y a eu des cas malheureusement. Donc maintenant ce qui existe, c'est des berceaux spéciaux qu'on met à côté collés au lit parental. Avec le côté qui se rabaisse, comme ça on a le bébé juste à côté de nous, sans forcément le mettre au milieu entre les deux parents, avec la couverture ou la couette, les coussins et tout ça, en dormant, avec la fatigue, surtout les premiers mois de bébé. Les premiers mois pour les parents sont très difficiles, on a un manque de sommeil terrible, donc on risque même si on est la meilleure maman et le meilleur papa au monde, on est épuisé et on risque de ne pas se réveiller et l'accident est vite arrivé, donc il faut faire très attention. Donc les risques d'électrocution aussi, qui sont très répandus aussi, donc il faut faire très attention. Donc vous avez bébé qui adore mettre les doigts dans les prises, même si le doigt ne rentre pas dans la prise, ils peuvent quand même prendre un objet et le mettre à l'intérieur de la prise. Moi, elles sont expertes du tournevis et de la prise. Elles adorent les tournevis. Ah, c'est hyper dangereux ça. Exactement, parce qu'ils ne sont pas conscients. Donc conscients de ce qui se passe. Donc vous avez des protections pour les prises. Oui. Tout simplement, les cache-prises, voilà. Oui. Et puis vous évitez toute rallonge, toute prise et tout ça sur le sol. Voilà. Quand on devient parent, on commence à faire attention à tout ce genre de choses. Donc faire très attention aux prises, à l'électrocution, pas de produits, pas d'électroménager à portée de bébé. Tout simplement, toutes les prises en hauteur, sinon des cache-prises. Et les cache-prises sont faites dans le sens où on ne peut pas les enlever si on n'a pas la clé, qui aide à retirer justement la prise. Et après, l'électrocution. Donc il y a aussi je voulais aussi revenir sur tous les objets qu'on trouve maintenant, je ne trouve pas le mot. Les équipements qu'on trouve maintenant pour sécuriser sa maison. Moi non plus, j'avais pas compris ce que c'était, j'ai pas capté. Voilà, donc on a des blocs-portes maintenant qui se vendent un peu partout, donc pour bloquer la porte. Pour éviter que la porte ne claque sur les doigts, mais c'est aussi pour éviter que la porte de mettre ses mains derrière la porte. Vous avez aussi un bloc-porte qu'on voit là. Éviter que la porte ne bouge carrément, parce que même si la porte ne se ferme pas, bébé n'a pas forcément le réflexe de mettre la main devant la porte et le fermer, mais plutôt derrière la porte. Voilà. Du côté de la charnière et tout ça, il peut mettre les doigts et ça peut facilement se refermer. On est en train de le voir en image. Voilà, exactement. De ce côté-là ou de l'autre côté, exactement, ils adorent ça. Ils découvrent, c'est tout à fait normal. Et il faut toujours bloquer vous avez des blocs maintenant, tiroirs et ce genre de choses, les bloquer surtout. Parce qu'on a maintenant les armoires à porte coulissante. Et c'est très dangereux. Soit mettre les mains sur les rails et passer la porte. Entre deux enfants, ça peut arriver. Ou alors, tout simplement, refermer la porte sur un doigt ou en bloquer entre deux portes, justement. Donc, vous avez des blocs portes, des blocs tiroirs.
Et puis même pour le tiroir de la cuisine, personnellement, je n'ai laissé que les cuillères et les fourchettes. Les couteaux en hauteur et loin, très loin de... Comme ça, on est loin, très loin des coupures. Exactement. Et voilà. les fourchettes, bon, elles sont assez grandes, elles comprennent ce que c'est qu'une fourchette, donc c'est pour ça. Bah, parce que le tiroir est quand même assez haut. Donc en cas de brûlure, on rappelle juste que en cas de brûlure, c'est mettre de l'eau froide à 15 degrés, à 15 cm de la brûlure pendant 15 minutes pour refroidir. Si c'est grave, aller aux urgences directement. En cas de coupure, il faut d'abord se laver les mains pour ne pas infecter la blessure, justement. Laver la coupure, laver d'abord avec de l'eau savonneuse et ensuite mettre un antiseptique. Exactement. Il y a les mots qui partent avec la voix. Voilà. Et laisser sécher. Moi, ce qu'on me conseille, c'est de laisser sécher et ne pas justement fermer sur la plaie. Je pense qu'on n'a plus le temps pour plus de détails. Voilà, il va falloir accueillir Miss Environnement dans un moment. Nous allons retrouver donc Nour Moqaddam, Mounia. Oui. Merci pour tous vos conseils. Merci à vous. Merci à vous les filles. Vous restez avec nous? Ben oui. On va tout de suite accueillir Nour Moqaddam, tout de suite après ce reportage de Saïda Maïouf au complexe de la zone humide de Skikda. Regardez. Complexe de la zone humide Sanhaja Garbez dans la daïra de Ben Azouz à l'est de Skikda. Une étendue d'eau immense de 42 100 hectares. Nous sommes au lieu dit Garat el-Hajj Tahar, le lieu le plus représentatif de la zone humide. D'une richesse faunistique et floristique inestimable, en 2001, elle est classée comme zone d'importance internationale dans la Convention Ramsar. Il renferme 5 critères sur les 9 critères de classement. C'est un lieu d'hivernage de pas mal d'oiseaux hivernaux et aussi c'est un lieu où niche pas mal d'oiseaux d'eau. Par exemple, on a l'iris mature à tête blanche, la cercelle marbrée et aussi la poule sultane. C'est la superficie globale, c'est de 42 100 hectares. La superficie des plans d'eau, 2608 hectares, c'est les plans d'eau, plus les plaines inondées et des forêts d'ornées. Considérée comme un immense réservoir d'eau de 42 millions de mètres cubes, la plaine de Garbez souffre d'une surexploitation de ses espaces et surtout de ses ressources hydriques par les riverains, à même de causer une rupture de son équilibre biologique menaçant sa pérennité. Des actions de sensibilisation sont alors entreprises. Aujourd'hui, nous constatons avec le changement climatique qu'il y a un dérèglement de certains écosystèmes naturels. Dans ce cadre-là, la direction de l'environnement, avec les services des forêts et donc le milieu associatif, travaille en coordination avec la population locale pour sensibiliser cette population sur les risques qui sont en train de menacer donc cette zone humide au niveau de la zone de la Gara de l'Hajj Tahar. Donc les locaux qui occupent et qui exploitent les lieux ici, donc on les sensibilise sur la nécessité de consommer donc le moins d'eau dans l'agriculture. Et dans une politique nationale de conservation des zones humides, de la biodiversité et du développement durable, un accord de partenariat Algérie-PNUD a été conclu récemment. C'est un projet de coopération PNUD-Algérie qui vient de démarrer le 7 février 2019. Il s'étale sur une année. Donc il a pris quelques aspects, quelques objectifs pour en dire c'est les choses primordiales pour donner de la zone sa vraie valeur. Donc le premier projet, c'est la restauration du cordon dunaire sur 17 hectares. Donc ça va nous permettre d'améliorer la lutte contre les inondations et l'érosion éolienne et aussi conserver l'habitat naturel de la flore et de la faune des zones humides. Le deuxième, c'est l'autonomisation d'un groupe de femmes grâce à un micro-projet sur la valorisation de la figue de Barbarie. Nul doute, les zones humides méditerranéennes, mais surtout celles côtières, jouent un rôle capital dans l'atténuation de l'impact des changements climatiques, car elles permettent de gérer les phénomènes météorologiques extrêmes. Voilà, de retour sur notre plateau, dernière ligne droite, nous accueillons tout de suite donc Nour Moqaddam, notre Miss Environnement. Bonjour. Bonjour Smia. Comment ça va? Ça va très bien. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de la pollution de l'eau
Et pour commencer, nous allons d'abord, question simple, définir c'est quoi? C'est quoi la pollution de l'eau? Avant de savoir la pollution de l'eau, c'est aujourd'hui un problème préoccupant, de plus en plus préoccupant, que ce soit pour l'environnement ou le côté sanitaire. Alors, toute pollution de l'eau provient de la modification. Toute modification, qu'elle soit chimique, physique ou biologique, de la qualité de l'eau, entraîne il y a des conséquences au niveau chez l'homme, comme chez la faune et la flore, voilà. Tout ce qui est faune et flore aquatique. Il y a la pollution de l'eau chimique, donc avec l'utilisation d'insecticides et de pesticides. De produits chimiques. Voilà, exactement, qui sont entraînés par les eaux de pluie, par ruissellement, et qui sont ensuite déversés dans les lacs, les mers, les océans, etc. Et il y a des conséquences, forcément. Il y a aussi la pollution thermique, donc avec la chaleur. La chaleur, il faut savoir que la chaleur, c'est une sorte favorise la prolifération de bactéries, de microbes. Oui, entre autres. Et ça aussi, ça modifie l'environnement. Le milieu. Le milieu, exactement. Donc, c'est une forme de pollution physique. Il y a aussi la pollution domestique qui est due à la négligence des hommes. Enfin, un grand H, hein, pas que les hommes. Oui. Et donc, négligence... L'espèce humaine. Voilà, exactement. Oui. Et donc, voilà, à force de jeter n'importe quoi, n'importe où, eh bien, on est les premiers à en souffrir avant de faire souffrir nos hôtes, les animaux, parce qu'après tout, on est chez eux. Et puis, il y a la pollution accidentelle. Donc, pollution accidentelle, ça vous dit quelque chose? Non. Non. Oui. Dites-moi. Marée noire. Marée noire, exactement. Donc, c'est suite au naufrage de pétroliers, donc, qui déversent du pétrole brut dans les océans et les mers. Il y a aussi les usines qui déversent leurs déchets toxiques, nocifs dans les fonds marins. Mais on parle essentiellement des marées noires. Oui. Et puis l'enfouissement des déchets aussi, qui peut provoquer des pollutions sur les nappes phréatiques. Exactement, exactement. Donc on a un schéma qui illustre un peu, je ne sais pas si on l'a. Oui, on va la voir. On va la voir tout au long du... Voilà. Oui. Donc il faut savoir qu'il y a quand il y a une pollution accidentelle qui arrive, c'est dévastateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça déverse des centaines de milliers de tonnes de pétrole brut dans la mer. Et rien que le plus dévastateur, c'était en 79, il me semble. Au niveau du golfe Persique, on a eu 600 000 tonnes de pétrole brut déversé au niveau du golfe Persique. Donc 600 000 tonnes qui ont bouleversé l'écosystème marin. Voilà, donc il y a des conséquences graves. Oui, très graves évidemment. Donc chez nous, les humains en premier, des conséquences. Faut savoir que les enfants souffrent. La première cause de mortalité chez l'enfant, c'est des causes dues au manque d'eau, à une eau de très mauvaise qualité, qui vont engendrer des phénomènes, des maladies diarrhéiques. Et on a 6000 enfants par jour qui meurent suite à la mauvaise qualité de l'eau. Voilà, ce qui n'est pas du tout négligeable, c'est l'OMS qui le dit. Et ensuite, ça a aussi ça provoque des infections de la peau, des infections respiratoires. Le plus léger, c'est des perturbations endocriniennes. Donc, voilà. Et aussi chez les animaux, évidemment, puisque les animaux, quand ils inhalent, quand ils absorbent ces bactéries-là, ces produits nocifs, etc., eh bien, ça provoque la mort. Ou du moins, il y a plusieurs espèces animales qui sont en voie de disparition, voire qui n'existent même plus. Voilà. À cause de la pollution. À cause de la pollution de l'eau. Tout à fait, tout à fait. Donc les solutions, il y a des solutions. Justement, voilà. Vous anticipez ma question. Donc on cherche donc des solutions à ce sérieux problème. Donc comment y remédier? Oui. Alors à nous les hommes déjà d'utiliser des produits biodégradables dans la mesure du possible, hein, comme du savon de Marseille, même si je sais que pour nous les filles c'est pas évident, ou du moins des produits pas trop toxiques, pas trop nocifs pour l'environnement. Oui. Et puis, il faut éviter de jeter n'importe où, n'importe quoi, n'importe où. Rien qu'au niveau des WC, les gens prennent les toilettes pour des poubelles. Donc, ce n'est pas le cas. C'est vrai. Parce qu'il y a la station d'épuration qui a tout un travail à faire. Une station d'épuration a besoin, alors elle a recours à des bactéries pour pouvoir traiter, filtrer l'eau. Des bactéries qui sont détruites par les produits toxiques, comme des solvants, des produits... les produits avec lesquels on lave la voiture, par exemple, ça détruit des détergents, oui. Ça des produits d'entretien également. Du coup, la station d'épuration fait très mal son travail. Enfin, je vulgarise vraiment le phénomène. Et rien qu'on voit tous les jours les gens qui lavent leur voiture dans la rue. Ça va dans les égouts, alors que normalement, ça pollue énormément. Voilà, on lave nos voitures dans des stations de lavage. C'est vrai qu'il y a un temps fou. On attend beaucoup. Ça nous prend plusieurs heures, mais il faut le faire parce que ça va dans des
dans de l'eau qui va être filtrée, c'est fait pour. Voilà. Et puis ça nous permet d'économiser de l'énergie. Exactement. Et l'eau, ça reste après tout la première cause de mortalité dans le monde, avec 4 millions de décès par an. Voilà. Ce n'est pas négligeable, on a tendance à l'oublier. Oui. Mais il suffit d'agir au quotidien pour changer. Si tout le monde se dit ça, les choses vont changer à un moment donné. Et puis voilà. On appelle ça comment? Intoxication, empoisonnement? Intoxication. Oui, les animaux sont atrophiés. D'accord. Ils sont intoxiqués tout court. Ça modifie même l'organisme. Même les gènes à la longue. L'ADN au niveau des gènes, ça modifie. C'est ce qui crée. Il y a certaines maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues au changement de l'environnement. Il y a des facteurs environnementaux, tout ce qui est pollution, pesticides. On venait juste de dire pour le cancer de la prostate que les pesticides étaient un facteur de risque, par exemple. Tout à fait. D'un côté, avec les pesticides, on veut protéger les végétaux et éliminer les insectes, mais en fait, c'est tout le contraire. À long terme, ça c'est à court terme. À long terme, ça a l'effet inverse. On détruit tout. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça va dans les nappes phréatiques, les eaux souterraines, et voilà, nous on extrait les eaux pour pouvoir l'utiliser pour de l'eau potable, et ensuite ça, voilà, Je pense aussi l'une des plus grandes pollutions, c'est aussi la pollution en plastique. Oui, j'en ai parlé là, il y a une semaine justement. Parce qu'après, on le retrouve même dans nos aliments, exactement, dans le poisson. Voilà, récemment, il y a une étude qui avait démontré que, ils ont pris bien sûr le modèle européen, mais je pense que nous, on est tout aussi impactés. C'est que l'être humain, je pense, en une année, nous consommons indirectement l'équivalent d'une carte bancaire en plastique, c'est-à-dire l'équivalence. Ça va dans notre organisme. Une carte bancaire en plastique, vous la broyez, vous l'avalez, c'est un petit peu ce qu'on avale indirectement durant une année, à force il y a du plastique dans le poisson qu'on mange, dans un petit peu tout ce qu'on retrouve. Ça, c'est aussi, il y a beaucoup d'associations, de jeunes dans le mouvement associatif qui aujourd'hui œuvrent pour essayer d'arranger les choses, de trouver des solutions. Tout à fait. Et puis il y a soucieux de la question de l'environnement. De plus en plus, mais bon, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation, comme je le disais, dès le début, au niveau à l'école. Il faudrait installer au moins inculquer ça aux enfants. 1 heure d'écologie par semaine, oui. Voilà. Et ensuite, même si les parents ne sont pas au courant, ne sont pas éclairés de ce point de vue, les enfants vont aller vers leurs parents à la maison. Quand ils vont rentrer à la maison, ils vont leur dire voilà ce que j'ai fait. Ils vont peut-être pouvoir les sensibiliser. Exactement. Quant à la question de l'environnement, de la protection de l'environnement. Les médias aussi qui ont leur part de responsabilité, sensibiliser les gens, qu'importe leur âge. Voilà. Et puis il me semble qu'il y a une initiative. D'ici 2020, il n'y a plus de sachets en plastique. Noir. Plus de sachets noirs, c'est ça. Oui. Plus de sachets noirs, donc il faut s'armer de coups fins, quoi. Donc le changement commence déjà à l'échelle individuelle. Exactement. C'est intégré également dans le programme scolaire. Malheureusement, non. On me dit en Égypte qu'il y a une matière qu'on appelle Tarbiya al-Ilmiya où l'on inculque aux enfants justement. C'est nouveau? Oui, apparemment c'est nouveau. Avant, oui, ça avait un autre nom. On me dit que ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais on ne nous apprend pas forcément à ne pas utiliser des sacs plastiques. Ouais, exactement, c'est pas des petits gestes pour protéger l'environnement. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que par rapport aux produits ménagers sont très toxiques. On n'est peut-être pas au courant, on se dit on va utiliser de l'eau de javel, on va utiliser des produits dégraissants ou quoi que ce soit, alors que c'est très toxique déjà. Pour nous. Et pour l'environnement aussi. Et puis rien qu'en inhalant, justement. Les allergies. Exactement. Et puis même pour les produits cosmétiques, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers temps, il y a c'est à la mode de se faire ces produits maison, bio, ainsi de suite. On parle beaucoup aussi de désodorisants qui font des ravages également sur la santé aujourd'hui. Désodorisants, aussi, c'est très oui. Et puis c'est prévu. Pour les voies aériennes, c'est très mauvais. Voilà. Je ne sais pas si ça a un impact sur la fertilité également. Exactement. C'est d'après les dernières études. Perturbateurs endocriniens. Et puis il y a un truc qu'on utilise à chaque fois, chaque moulot, et puis même pendant toute l'année, c'est le ramba. Et on n'est pas conscient du danger. Ça sent très bon. Ça sent très bon, mais... Et voilà. Merci beaucoup les filles. Merci à vous. C'était un plaisir que de vous recevoir ce matin. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec plaisir. Merci, voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, même chaîne. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire, c'est important. Salam.
هذا البرنامج يقدم لكم برعاية أوكسوبي. مرحبا بكم. العنصر الأساسي في المظهر الخارجي لأي بيت هو الباب اللي لازم يكون جميل وعملي ويتناسب مع التصميم ديالكم، وطبعا يحرصوا على أمن البيت. في حلقتنا اليوم راح نعطوا لكم نصائح لاختيار أبوابكم الخارجية. باب مزدوج اللي هو في منتهى الأناقة ويعطي طابع رسمي للبيوت الكبيرة ذات النمط الكلاسيكي.